Bonjour à tous. L'un des plus grands bonheurs de cette vie, c'est l'amitié. Mais à quel degré? Que faire quand cette amitié, elle devient envahissante, surtout pour votre couple? On en parlera dans cette émission, surtout dans la thématique famille. Sans oublier que vous aurez aujourd'hui Influent. Nous sommes mercredi, Influent avec un maître du Zouglou et d'autres grandes lignes à vous proposer, compris bien sûr les sports et les infos. Installez-vous bien, on part maintenant pour Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le matin, les régions du nord et de l'ouest pourraient connaître des passages de nuages denses accompagnés de pluie. Par la suite, le temps y sera partiellement nuageux. Les zones littorales observeront en début de période de nombreux nuages bas accompagnés d'averses de pluie. Le soleil fera progressivement son apparition par la suite. Le reste du pays sera partiellement nuageux. Côté température pour la matinée, on observera 25 degrés à Abengourou, Abidjan, Adiaké, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Bundiali et Daloa. La ville de Dimbokro affichera 26 degrés, 25 degrés à Gagnoa, 24 degrés à Guiglou, 26 degrés à Korogo, 23 degrés à Mans, 26 degrés à Outiné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Soubré, 26 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé et Touba et enfin 25 degrés à Yamsoukro. Le début d'après-midi sera généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, en milieu de période, des formations de nuages à caractère orageuse intéresseront les parties nord, ouest et sud du pays. Cette situation y entraînera de la pluie en fin de période. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Le mercure affichera pour cet après-midi 34 degrés à Abengourou, 32 à Abidjan, 33 à Adiaké, Bondoukou 35, Bouaké 34, 35 à Bouna, 36 à Bundiali, une série de 35 degrés à Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Guiglou, 36 à Korogo, Mans 35, on observera 36 de la ville d'Odiéné, 32 à San Pedro et Sassandra, 35 à Soubré, 32 à Tabou, Tiasalé 34 et enfin 35 sur les villes de Touba et Yamsoukro. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Coup d'œil sur l'actualité nationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On se rend tout de suite au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé ce mardi avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe. Les échanges ont permis de faire un tour d'horizon des activités liées au football dans notre pays et d'évoquer le lancement à Abidjan d'un tournoi interscolaire panafricain de football. Les présidents de la FIFA et de la CAF ont lancé un message de soutien, d'espoir et d'unité à l'endroit des acteurs du football ivoirien. Autre visite, celle du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie au siège de la Commission nationale de la Francophonie. L'activité entre dans le cadre d'une prise de contact avec cette institution. Patricia Omouizia. Après avoir été accueilli chaleureusement par la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie et l'ensemble du personnel, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a présidé une rencontre avec les responsables de la structure. Au cours de cette séance d'échange, Diaby Mouminatou Bari a présenté les missions, les difficultés et les projets de la Commission nationale de la francophonie. Il était important pour nous de le recevoir pour recueillir sa vision qu'il avait pour un meilleur positionnement de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone et pour une meilleure visibilité des actions et des valeurs de la francophonie en Côte d'Ivoire.
Et dans ses propos, il n'a pas manqué de nous faire connaître sa priorité, qui est la promotion de la langue française. En retour, le ministre a rassuré la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie de son soutien et a encouragé le personnel qui réalise un travail remarquable, a-t-il indiqué. Nous avons pu déjà dans les propos introductifs que nous avons eus lors de cette séance avec tout le personnel, fixer le cap. Pour nous, il s'agira de donner plus de visibilité à la Commission nationale de la francophonie pour lui permettre donc d'atteindre tous ses objectifs et surtout permettre à nos concitoyens de savoir ce que c'est que cette commission, ce qu'elle peut leur apporter en termes de valeurs. La Commission nationale de la francophonie est la structure opérationnelle de la francophonie en Côte d'Ivoire. Elle a été créée le 11 avril 2012 en remplacement de l'Agence ivoirienne de coopération francophone. La baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques du pays, l'une des raisons évoquées pour expliquer les perturbations de la fourniture de l'électricité. Notre reporter Jean-Luc Bangbo s'est donc rendu au barrage d'Ayamé 1 pour constater de visu l'ampleur de la situation. Regardons. Barrage d'Ayamé 1, premier barrage hydroélectrique en Côte d'Ivoire, mis en service depuis 1959. Capacité de production 22 MW. Mais depuis plusieurs mois, la baisse du niveau d'eau a considérablement réduit cette capacité de production. Lorsque l'eau monte jusqu'au niveau, ce qu'on appelle le niveau 90,5, c'est le niveau, on va dire, d'utilisation, on a 1088 millions de mètres cubes. Et aujourd'hui, avec le niveau qu'on a, on n'est qu'à 342 millions de mètres cubes. C'est-à-dire 3 fois moins, sinon moins de 3 fois moins. Tout ce que vous voyez devant là, en temps normal, est immergé. On ne voit pas. Aujourd'hui, on est vraiment en dessous. Et ça fait que les machines ne tournent pratiquement que le soir. Une réalité qui ne se limite pas qu'au barrage d'Ayamé 1. Par exemple, Kossou, le lac de Kossou, qui est un grand lac qui fait quand même, lorsqu'il est plein, 1800 km². En situation normale, à cette période de l'année, on devrait être autour de 187, le niveau 187. Mais aujourd'hui où je vous parle, on est à 181. Quelque chose. Il y a 6 mètres en dessous aujourd'hui. C'est la même chose pour le barrage de Bio. Donc c'est généralisé, il y a une sécheresse quand même qui court et qui est très forte aussi. Le manque d'eau, principale matière première de l'énergie hydroélectrique, entraîne ici un fonctionnement à temps partiel de l'usine de production. Dans notre activité, pour produire de l'électricité, on a besoin d'eau. Et ces machines sont à l'arrêt disponibles. C'est parce que nous avons un problème d'eau qu'aujourd'hui, la gestion est faite depuis Abidjan. Quand le dispatching a besoin des machines, ils appellent dans la salle de commande, le collaborateur fait ses manœuvres, il démarre et puis il coupe à la demande du dispatching et il le met à la puissance demandée. Ayamé 1 ne produit plus que 12 MW, limitant ainsi sa contribution au mix énergétique national. L'énergie ne se stocke pas. Tout ce qui est produit est consommé. Nous, on produit. Quand on nous demande de produire, on produit, on met sur le réseau. Maintenant, par derrière, ce que le dispatching en fait, bon, ça c'est un autre processus. Tout ce qu'on me demande, c'est d'avoir des machines disponibles et avoir de l'eau, parce que je suis limité par l'eau. La longue saison sèche qu'a connue la Côte d'Ivoire est la principale cause de la baisse drastique du débit des barrages du pays. À Ayamé 1, cette situation n'a plus été vécue depuis 1984. Vivement la saison des pluies. Nous serons de retour à 7 h pour développer l'actualité internationale. Et nous allons vous accueillir avec beaucoup de plaisir. Merci à Régis Kofi pour le premier flash de cette journée. Allez, on retourne à l'actualité avec la revue de presse. Et il est avec nous et on le reçoit avec beaucoup de plaisir. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour à tous. Alors, le chef de l'État a reçu les présidents de la FIFA et de la CAF hier. Oui, on visite en Côte d'Ivoire depuis ce lundi 3 mai pour une série d'activités. Les patrons du football mondial et africain ont été reçus par le président de la République ce mardi. Et à cette occasion, Gianni Infantino, selon l'expression, a invité les acteurs du ballon rond ivoirien à l'entente et à la cohésion.
Alors, on change de sujet, on ouvre le chapitre politique. Donc, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se parlent aujourd'hui. Oui, c'est ce que barre à sa une le quotidien d'Abidjan. Selon le confrère, c'est à travers des délégations de leurs partis respectifs que les deux leaders politiques vont se rencontrer aujourd'hui afin d'échanger sur les dernières dispositions à prendre pour le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, qui est de plus en plus imminent. Plus de précisions dans le quotidien proche du Front populaire ivoirien. Et des défis majeurs attendent Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que révèle l'Inter. Selon le confrère, à son retour en Côte d'Ivoire, l'ex-chef d'État devra gérer avec célérité les dossiers de la réconciliation nationale et de la réunification du FPI. Et à en croire le confrère, ces deux sujets sont des impératifs qu'il doit satisfaire s'il veut regagner sa place sur l'échiquier politique national. On en sort pour évoquer un autre sujet, réforme du permis de conduire. Le ministre des Transports souhaite un changement de paradigme. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et pour le ministre Amadou Koné, payer de l'argent pour avoir le permis de conduire ne doit pas être la règle, car cela est un acte de corruption. Et à en croire le premier responsable des transports en Côte d'Ivoire, c'est cet état de fait qui occasionne les nombreux drames sur les routes nationales. Et c'est justement pour inverser cette tendance que ces services ont suspendu récemment tous les inspecteurs du permis de conduire et les ont remplacés par des éléments de la gendarmerie nationale. Prisonniers militaires de la crise post-électorale de 2010, pourquoi sont-ils toujours dans les liens de la détention? Eh bien, le Patriote, dans sa parution de ce jour, apporte la réponse à cette question qui est de plus en plus récurrente dans certains médias. Selon le confrère, ces militaires, au nombre desquels on compte le vice-amiral Vagba Fossigno, le général Dogbo Blé Bruno et les commandants Abei Jean-Noël et Anselme Sekayapo, dit Seka, sont en prison pour des faits graves. Et le Patriote revient sur certains de ces faits qu'il qualifie de crimes odieux. Et un fait qui a bousculé les réseaux sociaux, affaire, scandale d'un agent de police accroché à un taxi, Soir Info livre les faits. Oui, depuis quelques jours, une vidéo dans laquelle on voit un agent de police couché sur le capot d'un taxi-compteur en pleine circulation est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et le confrère revient sur cette histoire qui a suscité des commentaires partagés sur la toile et relate les faits tels qu'ils se sont passés, tout en soulignant que l'agent de police concerné est grièvement blessé et aussi que le chauffeur de taxi a été déféré à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Et on referme la revue de presse avec encore un chiffre. Oui, 2000, tenez-vous bien, c'est le nombre d'appels que reçoit en moyenne par heure le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Et malheureusement, selon le GSPM, 90% de ceux-ci sont des appels malveillants qui sont constitués de blagues, d'injures ou encore de farces. Eh bien, les pompiers qui ont été célébrés hier partout dans le monde. Merci en tout cas pour ce chiffre. Merci à Renaud. Et puis, excellente journée. Excellente journée à vous. On va se retrouver donc demain pour une autre vue de presse sur RTI 1 dans Matin Bonheur. Allez, on a le plaisir de l'avoir encore une fois, Monsieur Adoua Kwasi. Il est président de l'Association des langues maternelles. Aujourd'hui, avec lui, proverbe d'humour, antidote du stress. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Allez, on vous revoit avec beaucoup de plaisir. Donc, au cœur des échanges aujourd'hui, le rire consacré donc à une journée que nous célébrons chaque année, la Journée internationale du rire qui existe depuis 1998. Elle a lieu le premier dimanche du mois de mai. Le rire comme thérapie, le rire comme antidote pour déstresser, proverbe d'humour, antidote du stress. Eh bien, on en parlera avec vous. Mais avant de commencer, est-ce qu'on peut définir un proverbe? C'est quoi un proverbe? Merci beaucoup, monsieur. Avant de définir le proverbe, permettez-moi d'indiquer que, de même qu'avant de chanter le coq secoue ses ailes, parce que parler 10 fois, c'est prendre le risque de se tromper 10 fois. Et donc, je voudrais demander la permission au man, parce que par le passé, un enfant comme moi n'avait pas l'autorisation de parler de proverbe. On lui donnait l'autorisation. Bien sûr. Donc, avec leur autorisation, je voudrais dire que le proverbe est composé de 2 mots latins, pro et verbe. Pro qui veut dire à la place de, et verbe et verbum qui veut dire discours ou parole. C'est-à-dire que le proverbe, c'est un énoncé qui prend la place de la sagesse, enfin, qui parle à la place de la sagesse. Et donc, ça vous permet de dire un peu de mots et avec tout l'art nécessaire et de mieux faire comprendre votre discours. Bien sûr. Voilà. Et donc, le proverbe
on en a plusieurs, des proverbes. Bon, on a des proverbes de moralisation. C'est ce que les Blancs appellent adage. Et donc, avec la moralisation, vous avez par exemple chez nous, on dit Kassabia Kassa. Moi, en tant que Bron, je sais que Kassabia Kassa, toute parole est parole. Kassa Krongron, quand vous parlez juste et vrai. Voilà, parlez sainement, véritablement. Il y a aussi les proverbes de constatation. Voilà, nous avons, par exemple, ce sont les deux mains qui se lavent. Oui. C'est ce que le Blanc appelle le dicton. Il y a les proverbes, il y a les maximes. Les maximes, ce sont des proverbes qui sont devenus populaires. Voilà. Par exemple, chez nous, on dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Voilà, c'est devenu populaire. Oui. Voilà. Bon, il y a aussi des locutions proverbiales. En Aïe, par exemple, on va dire « clonois ». Clonois pour dire « essuie ta bouche ». Pour dire que vous n'êtes pas bien assis. Vous devez vous asseoir avec un peu plus d'élégance. Voilà. Ah, OK. Voilà. Voilà. Et donc, on dit « essuie ta bouche ». Essuie ta bouche. Le baoulé vous dira « est-ce que vous avez croisé quelqu'un en venant ?» Pour dire que votre tenue, il y a une certaine maladresse dans votre tenue. Donc, essayez de revoir votre tenue. Parce que si vous avez croisé quelqu'un, la personne... Voilà, la personne vous le dira. Voilà. Donc, c'est une locution proverbiale. Voilà, donc ce qu'il y a chez les Blancs, nous aussi on en a. Voilà. Bien sûr. Merci. À quel moment on parle de citation? Parce qu'il y en a qui font beaucoup d'amalgame entre proverbes, citations et tout. Mais la citation vient d'un point de vue personnel. Par exemple, Nelson Mandela vous dira que je ne perds rien, et je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Voilà, donc, et Platon disait que la musique donne donne une âme au cœur et des ailes à notre pensée. Voilà. Donc, ce sont des constatations ou des expériences, des énoncés, des points de vue qui viennent de leur expérience personnelle. Bien sûr. Voilà. OK. Alors, donc là, la particularité des proverbes donnés par M. Adoua Kouassi, on rappelle qu'il est président de l'Association des langues maternelles, l'Académie, autant pour moi, des langues maternelles. Nous mettons l'accent sur les proverbes d'humour. On peut en avoir quelques-uns? Oui, les proverbes d'humour, on en a. Vous savez, le proverbe en lui-même, il suscite l'humour. Parce que l'adage dit que bien dire, c'est faire rire. Voilà. Bien dire, faire rire. Oui. Voilà. Donc, quand vous le dites bien, ça fait rire. C'est pour ça que le dent vous dira quand le muscle fessier, quand le muscle fessier trouve à s'asseoir que les pieds s'étendent. Vous voyez, quand l'occasion se présente, voilà, vous avez une bonne position que la suite, vous l'envisagez. Voilà. Le Sénoufo vous dira, on ne tue pas la guêpe maçonne sans détruire son gîte. Voilà. Ça veut dire qu'il faut, lorsque vous posez, il faut attaquer le mal à la racine. Voilà. On dit généralement aussi que les dents et la bouche font souvent palabre, mais elles sont toujours ensemble. Bien sûr. Voilà, pour dire que nous avons, quand on est entre nous, les hommes, eh bien la discorde ne manque pas. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous diviser. Il y a beau des problèmes. Voilà, il y en a une pléthore. Voilà. L'Agni dira, la souris a beau être grosse, elle craint le petit chat. Voilà, donc il y en a comme ça, oui, il y en a une pléthore. Dans toutes nos régions. Et lorsque dans les interventions, c'est dit fort à propos, vous voyez que ça détend l'atmosphère et ça ne peut que susciter le rire. Parce que le rire, ça vient de la sagesse. Tout ce qui est sagesse, c'est la pureté, c'est la lumière. Voilà. OK. On a envie en même temps de vous demander en quoi est-ce que ces proverbes d'humour peuvent être un moyen pour déstresser pour tout le monde. Oui, le proverbe d'humour peut déstresser parce que la nature profonde même du rire, enfin du proverbe, voilà, le proverbe suscite le rire. Oui. Or, tous les médecins vous le diront, lorsque vous riez, vous
contracter plusieurs muscles à la fois. Et cela produit un massage intérieur. De façon normale, même quand vous massez, vous sentez un bien-être. Oui. Donc, ça produit un massage intérieur. Et ce massage-là vous apporte un certain bien-être. Et le riz permet aussi au cerveau de produire une substance qu'on appelle l'endorphine. L'endorphine permet de répandre, de se répand dans le corps et ça agit de façon bienfaisante, de façon apaisante sur les autres organes. Et lorsque vous riez aussi, le cœur se met beaucoup plus en mouvement. Et quand il est en mouvement, il propulse beaucoup plus le sang. Et donc, ça dégage beaucoup plus les artères. Et quand les artères sont aérées, eh bien, ça vous évite les maladies cardiovasculaires, la pression artérielle et que sais-je encore. Oui, voilà. Merci donc, en tout cas de nous permettre de voyager à travers notre organisme pour comprendre l'effet que le riz nous donne, que cet humour nous donne. Et surtout, moi je vais ajouter, cela nous permet d'attirer les bonnes ondes. Alors, comment est-ce que s'en imprégner, avant de terminer dans quelques instants, donc comment est-ce que s'en imprégner au quotidien, les différents proverbes, comment est-ce qu'on peut les utiliser et tout, et à quel moment? Bien, mon professeur d'espagnol de 4e me disait que les proverbes sont comme une femme. Ils ne viennent à vous que lorsque vous vous y intéressez, vous vous intéressez à eux. Oui. Voilà. Et donc, d'abord, vous devez en avoir la passion. Voilà. Quand vous aimez les proverbes, eh bien, vous ne les lâchez pas. Donc, deuxièmement, vous devez les traquer. Chaque fois que vous entendez un proverbe, vous devez pouvoir noter le proverbe. Et donc, ça reste dans votre mental. Oui. Et dans nos familles, à la maison, on peut en faire un jeu. Chaque jour, bien chaque 3 jours, le papa peut inscrire un proverbe juste pour éduquer, servir de repère. Et chacun même pourrait le faire aussi au quotidien et tout. En tout cas, merci. Surtout pour la réconciliation. Oui. Voilà. Par le passé, avec un seul proverbe, on arrivait à décanter un conflit, des situations qui pouvaient embraser tout le pays. Et donc, vraiment, c'est une mine à exploiter. Une mine à exploiter, ça c'est bien dit. Je vous prends cette expression. Merci beaucoup à M. Adoua Kwasi, président de l'Académie des langues maternelles. Avec vous, on a échangé sur les proverbes du mot, antidote du stress. On a lancé comme ça le débat. Chez vous à la maison, vous pouvez poursuivre et puis avoir de petites idées pour vous permettre d'agrémenter votre quotidien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Adoua Kwasi, c'était notre invité. Actu rapidement avant de laissez partir, Monsieur Adoua. Nous allons vous donner quelques informations qui vont nous conduire au flash de 7 heures. Donc, nous sommes le 5 mai aujourd'hui. Si vous avez une fille au Mozambique, vous pouvez l'appeler Ali, qui veut dire de descendance noble. Et si vous avez un garçon, vous l'appelez Zéphanias, qui veut dire secret des dieux. Voilà la carte du Mozambique. Aujourd'hui, journée mondiale de la sage-femme. Depuis plus de 15 ans, eh bien, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers au monde. Et aujourd'hui aussi, journée mondiale de l'hygiène des mains. On en parlait même bien avant le coronavirus. En 2021, le slogan pour cette journée mondiale des mains par l'OMS est « Quelques secondes pour sauver des vies, nettoyez vos mains ». Ils sont nés aujourd'hui, Ouedraogo Balkissa Deborah, elle est infirmière ici à la RTI. Donc, on lui fait un gros coucou, on lui dit « Joyeux anniversaire », voilà. Affectueusement, on l'appelle Debo, que nous apercevons là. Elle est infirmière au centre médical de la RTI et aussi un jour anniversaire pour une diva de la musique africaine, Pierrette Adams, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Pierrette Adams, donc bien connue en Côte d'Ivoire avec son concept déchirage, Mamas Allumettes, Mère Z, eh bien une avalanche de tubes pour cette grande diva de la musique africaine. Allez, on a parlé des proverbes, on va terminer donc ces infos avec un proverbe. Celui qui t'empêche de te battre, donne-lui une récompense. À méditer là-dessus tout au long de cette journée. Régis Kofi, dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition
Au Mali, une proposition de loi portant avantages et régime de pension spéciale de retraite à accorder aux anciens présidents de l'Assemblée nationale ou tout autre organe parlementaire ou législatif fait polémique. Le texte proposé par un des membres du Conseil national de la transition n'est pas encore discuté, mais déjà une levée de bouclier pour s'y opposer à cause de l'hémorragie financière qu'il pourrait entraîner s'il est adopté au moment où les caisses de l'État ne sont pas pleines. Il y a désormais officiellement et pour la première fois un chef de file de l'opposition au Bénin, le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Force Kori pour un Bénin émergent, a été désigné par décret. Pour rappel, il a également été le colistier d'Alassane Soumanou à la présidentielle du 11 avril. Paul Oungwe souhaite créer un cadre de dialogue au sein de l'opposition pour faire des propositions au gouvernement. Du côté du parti, les démocrates, on évoque un non-événement. Un dramatique accident de métro s'est produit dans la capitale mexicaine dans la nuit de lundi à mardi. Un pont de métro aérien de Mexico s'est effondré au moment où une rame passait dessus. Un premier bilan fait état d'au moins 23 morts et de près de 70 blessés. C'est ce qu'a annoncé le service de gestion des risques et de la protection civile de la capitale mexicaine sur son compte Twitter. Il s'agit du second accident de métro depuis le début de l'année. En Inde, à Bombay, précisément, Shahnawaz Sheikh fournit gratuitement de l'oxygène à des milliers de personnes. Surnommé Oxygen Man, cet homme de 32 ans a vendu son SUV en juin dernier pour financer cette activité. L'homme a lancé le projet après le décès d'une amie enceinte par manque d'oxygène. Aujourd'hui, face à la pénurie d'oxygène en lien avec le coronavirus, son action est très appréciée par les populations. Dans une cantine aménoise, les enfants se familiarisent avec des indicateurs de CO2, un investissement communal voulu pour inciter à plus aérer, la meilleure des solutions pour éviter la contamination du coronavirus par aérosol. Attablés par 6 et par classe, les élèves de l'école élémentaire Elbeuf d'Amiens écoutent attentivement l'animatrice venue expliquer le fonctionnement et l'intérêt de ce tableau numérique. Ce rectangle noir affiche 3 niveaux gradués, vert, orange et rouge, avec des émoticônes. Vert, tout va bien. Rouge, il faut aérer. Réaction. Il y a un petit curseur ici avec 3 visages. Le premier, lorsque le visage est vert, avec le petit repère à côté, ça veut dire que l'air n'est pas saturé en dioxyde de carbone. Dès qu'on passe sur le visage qui est le visage jaune, ça veut dire qu'on commence à avoir une air qui sature légèrement en dioxyde de carbone. Donc l'objectif, c'est dès qu'on voit que ça passe dans la partie avec le petit individu en jaune, eh bien en fait l'idée c'est de se dire c'est le moment d'aller ouvrir un peu, de manière à ce que ça redescende progressivement vers le vert. Les enjeux de ce dispositif, effectivement, c'est à la fois de rassurer les parents, de savoir que leurs enfants sont en toute sécurité lorsqu'ils prennent le repas dans les écoles, et puis rassurer aussi le personnel qui y travaille, parce que pour nous, Ville d'Amiens, nos agents, c'est important. Dès qu'on était en orange, il fallait penser d'ouvrir la fenêtre, et du coup là on est en orange, et dès qu'on est en rouge, il faut ouvrir toutes les fenêtres, même les portes. Pour enlever les poussières, pour que les microbes, ça aère un peu, pour que ça part, et pour qu'on mange en tranquillité. Jusqu'à maintenant, 43% de la population américaine a reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19. Mais la tendance des dernières semaines indique un ralentissement de la campagne d'immunisation. Le président américain lance un appel. Faites-vous vacciner maintenant, plaide Joe Biden auprès des Américains alors qu'il visite un lycée à Norfolk, en Virginie.
En bref, en Espagne, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso a remporté mardi les élections dans la région de Madrid et devra s'appuyer sur au moins une formation alliée à son parti populaire pour continuer à diriger l'exécutif local, montre un sondage d'opinion publié à la fermeture des bureaux de vote. Et puis on termine avec du football. Le premier finaliste de la Ligue européenne des champions est connu. Manchester City, sur ses installations, a dominé le Paris Saint-Germain hier en demi-finale retour de la compétition. 2-0, score final, un doublé de Riyad Mahrez. Deuxième demi-finale à suivre ce soir. Chelsea, Real Madrid. Au match aller, les deux équipes se sont quittées sur un score nul. Un but partout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Rendez-vous donc ce soir? Rendez-vous ce soir. Régis Kofi. Alors, c'est vrai que tout le monde sait qu'il adore le football et tout. Mais côté musique, est-ce qu'il aime le zouglou? Naturellement, le zouglou, c'est l'identité culturelle, comme on le dit, voilà, de la Côte d'Ivoire. Donc, j'aime le zouglou. Quel nom qui vient en tête lorsqu'on parle de zouglou? Yodé Siro, Petit Denis, voilà, entre autres. Et sans oublier Magic System. Magic System. Magic System. OK. La suite, c'est bien sûr le coaching. Nous sommes avec lui aujourd'hui, Dr Serge Koukounian. Il est coach en développement personnel. Nous parlons de la procrastination, comment s'en sortir. Sinon, ce qu'il faudrait savoir d'abord, c'est que c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. La définition Tout à fait. de la procrastination. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Angeval, merci. Alors, on va repartir un peu en arrière. C'est vrai qu'on a échangé sur ce sujet la semaine dernière. On va peut-être revenir un peu sur les causes avant de savoir même comment en sortir. C'est quoi les causes? Oui, alors, la dernière fois, lors de l'émission, nous avons évoqué quelques causes sur lesquelles on va revenir, qui sont déjà la peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas se montrer capable de faire ce qu'on attend de nous. Donc, on peut redouter quelque chose qui va nous inciter à repousser les échéances, à repousser le moment où on est confronté à l'action, justement, que nous redoutons. Deuxième élément, il peut avoir le manque de confiance en soi. Nous n'avons pas suffisamment de croyance en notre capacité à mener à bien un projet. Donc, chaque fois, on aura tendance à remettre à demain. Il y a aussi le fait qu'on se sente déçu, de la déception, parce qu'on a déjà eu à faire certaines tentatives qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. Je parlais hier avec un entrepreneur qui aspirait à se lancer, à avoir d'autres types de clients, des clients d'une certaine classe, mais depuis, il ne posait pas les actions qu'il fallait. Et donc, en cherchant à comprendre pourquoi est-ce qu'il retardait, pourquoi est-ce qu'il traînait le pas, il a fini par avouer que c'est parce qu'il avait été déçu à plusieurs reprises, parce que pour lui, les gens n'étaient pas prêts à payer, les gens ne mettaient pas la main à la poche, donc ça l'avait vraiment touché, ça l'avait déçu. Donc, cette déception-là peut faire qu'au lieu de poser les actions qu'on doit, on remet à demain. Il peut aussi avoir le fait qu'on ait eu certains succès avec cette habitude. Voilà, donc les années passées où les occasions antérieures nous ont donné la possibilité de faire les choses à la dernière minute, et puis ça marchait. Du coup, on se dit c'est une habitude qu'on peut garder pour le reste de nos jours. Donc on aime bien cette adrénaline-là, l'excitation des dernières heures. Le stress que nous avons, on court un peu. Voilà. Et puis, on reste dans cette habitude pour ne pas en sortir, malheureusement. Habitude mauvaise. Mauvaise qui peut, bien évidemment, avoir un impact sur plusieurs aspects de notre vie. Parce que ça va jouer sur notre rapport au temps, ça va jouer sur la qualité même de notre vie. On sera toujours en train de courir pour faire les choses, le retard à la dernière minute, faire les choses à la dernière minute, et puis bâcler parfois le travail, le stress qui va s'en suivre, l'impact sur notre état de santé, sur notre bien-être, sur notre estime de soi, parce qu'on aura tout un tas de choses inachevées. Et là, bon, c'est pas bien pour notre bien-être mental. Alors, si on prend les deux extrêmes, c'est quoi le contraire de la procrastination? La diligence. Je sais que quelqu'un va dire là-bas, mais il ne faut pas remettre à demain. Oui, mais je dirais que c'est la diligence. Oui. La diligence, il faut être diligent, passer à l'action promptement et faire les choses efficacement. Est-ce que là-bas aussi, il y a des conséquences?
dans quoi, la diligence? Oui. Est-ce qu'il y a des conséquences là? On gagne beaucoup plus à être diligent. On gagne du temps, on saisit les opportunités. Et puis, comme je l'ai dit la dernière fois dans un livre saint, il a dit que la main du diligent s'enrichit. Oui. Voilà, donc plus on évacue rapidement les choses qu'on a à faire, on a du temps pour soi-même et puis pour tous nos loisirs. Alors, question. Vous allez nous donner ici bien des solutions. Comment est-ce qu'on en sort? Avant de parler de comment est-ce qu'on en sort, je voudrais quand même revenir sur ce qu'il faut éviter si on a envie de sortir de la procrastination. Parce que lorsqu'on se retrouve dans la procrastination, on a tendance à se blâmer. C'est une chose à éviter. On a tendance à se dévaloriser soi-même pour dire, franchement, moi, ce n'est pas la peine, je lance toujours quelque chose, ça ne marche pas. Déjà, c'est de faire stop au blâme. Parce que plus on se blâme, plus on s'alourdit, on s'empêche de passer à l'action. La deuxième chose, c'est d'éviter d'en parler aux amis qui eux-mêmes sont dans la même situation. Parce que justement, on va voir des amis pour leur dire « Ah Joe, ça fait tel nombre de mois, je n'ai même pas encore démarré mon mémoire, je n'ai pas encore lancé tel projet que j'ai, et puis on est là. » Ces amis-là vont nous comprendre, ils vont nous offrir naturellement de la compréhension, mais la compréhension va nous maintenir dans ce confort. Oui. Donc, on ne passe pas à l'action, on reste toujours dans la même situation, on s'entoure des personnes qui vivent la même chose que nous, donc on n'en sort pas. Donc, deux choses à arrêter, le blâme et puis en parler aux amis qui vivent la même chose. Est-ce que quand on se blâme, on est en train de se blâmer et tout, ce n'est pas dans une certaine mesure une remise en cause? Celui qui est dans la dynamique du blâme, donc de la culpabilisation, ne puise jamais en lui les ressources pour pouvoir s'en sortir. Par contre, celui qui assume la responsabilité d'une situation, il prend le pouvoir de changer les choses. Parce que qui dit culpabilité sous-entend châtiment. Oui. Mais qui dit responsabilité se donne le pouvoir d'agir. Donc quand on dit je suis responsable de ça, ça veut dire que c'est moi, je peux y faire quelque chose. Mais quand on dit je suis coupable de ça, il y a une condamnation qui est sur ma tête. Donc il est préférable de se mettre dans la posture de la responsabilité. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. J'ai la responsabilité de changer cela. Je suis responsable de cet état, ça veut dire que je peux le changer. Je peux faire ce qu'il faut pour passer à autre chose, pour ne plus être dans cette posture qui ne m'avantage pas. Donc, quand on comprend que ces deux choses sont arrêtées, il y a 6 étapes à travers lesquelles on peut passer si on a vraiment envie de sortir de la procrastination. Lesquelles? La première étape s'avère être l'étape de la décision. La décision, il y a un pouvoir immense dans la décision, parce que la décision trace la voie. Vous verrez des gens qui passent le temps à se plaindre de ce qu'ils vivent, la procrastination. Je ne passe pas à l'action, je le mets à demain, j'ai plein de projets inachevés, mais ils ne décident jamais d'en sortir. Ça me rappelle l'histoire d'un ami qui, chaque fois qu'on avait des rendez-vous, il venait en retard. Chaque fois, on avait des rendez-vous, il venait en retard, et puis quand il venait, c'était vraiment mon problème, vraiment c'est le retard. Oui. C'est ça mon problème. Bon, tu sais que c'est ton problème, mais qu'est-ce que tu as pris comme décision pour régler ça? Il n'a pas pris la décision jusqu'à ce qu'un jour, ayant l'habitude d'accompagner sa fille à l'école en retard, elle lui dit un matin, alors qu'il est en train de traîner là, « Ah papa, tu as fait, je vais arriver en retard encore, les gens vont me regarder. » Ça l'a travaillé. C'est à partir de ce jour-là qu'il a pris la décision de changer. Donc, il faut prendre la décision de devenir plus diligent. Il faut prendre la décision de devenir plus ponctuel. Il faut prendre la décision d'effectuer promptement les choses. Même s'il n'y a pas une situation comme celle de la fille et du père. Oui, on ne va pas attendre ça nécessairement. Il y a deux façons de croître. Oui. On peut croître dans la douleur ou par la décision. Oui. Voilà. Donc, il est préférable de croître en prenant la décision d'aller de l'avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième étape s'avère être la clarification de nos valeurs et de nos objectifs de vie. Qui dit valeur dit ce qui est fondamental dans la vie d'une personne. On va organiser sa vie, ses objectifs de vie en fonction de nos propres valeurs. Par exemple, si pour vous la valeur de la famille est importante, vous allez faire vos choix dans la vie en fonction de votre famille. Si pour vous la notion de liberté est importante ou la spiritualité est importante, vous allez organiser votre vie en fonction de ces éléments-là. Et quand je parle d'objectifs de vie, justement, ça nous permet de ne pas faire des choix juste parce qu'on a entendu quelqu'un parler d'un projet ou quelqu'un parler d'une opportunité qui peut être bien, ça peut être agréable, donc on se lance dans ce projet. Très souvent, les gens s'engagent sur des choses juste par mimétisme. Donc, on a vu quelqu'un qui a fait ça,
Oui. Et on veut le faire aussi, on s'engage dans ce projet. Et puis au bout d'un certain temps, on remarque que bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est comme ça qu'on accumule les projets inachevés. Donc il faut clarifier nos propres valeurs et puis connaître nos propres objectifs avant de prétendre nous lancer dans une activité ou dans une autre. Ça nous évite de nous disperser. La troisième étape va être celle de l'identification de ses priorités. Et la notion de priorité va nous ramener à une matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Eisenhower qui a été un président, 34e président américain, qui est arrivé au pouvoir dans une période où il y avait beaucoup de choses à faire et il avait très peu de temps. Donc, étant général d'armée, il a mis en place un système de décision qui lui permettait d'identifier les choses importantes, les choses urgentes, les choses importantes et urgentes, importantes, non urgentes, non importantes et urgentes, non importantes et non urgentes. La plupart du temps, on perd beaucoup plus de temps dans les choses qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. Eh oui, malheureusement. Malheureusement, on perd du temps dans ces choses qui ne sont ni importantes ni urgentes. Par exemple, passer des heures à regarder les buzz sur les réseaux sociaux, ce n'est ni important ni urgent. Bien évidemment, quand on parle d'importance, c'est l'impact de la chose, son apport, la valeur que ça nous ajoute, l'impact que ça a sur nos projets, sur notre vie. Quel apport ça représente pour nous? Rien de significatif, mais on passe plus de temps là-bas. Alors que les choses qui sont non importantes et non urgentes, si on a la possibilité, on doit les éliminer. Les choses qui sont importantes mais non urgentes doivent être planifiées. Les choses qui sont urgentes mais non importantes doivent être déléguées. Et les choses qui sont à la fois importantes et urgentes doivent être exécutées le plus rapidement possible. Quand on parle de l'urgence, bien évidemment, ça fait référence aux échéances. Oui. Voilà. Donc, l'échéance est imminente et puis l'impact est significatif. Il faut s'y atteler au plus vite et dès maintenant. C'est là qu'intervient la diligence. La diligence, tout à fait. La quatrième chose, c'est de connaître son cycle énergétique. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas vif au même moment, tout le monde n'est pas à 100% en pleine énergie tout au long de la journée. Il faut savoir à quel moment est-ce que mon énergie est au top pour pouvoir justement positionner les activités qui demandent beaucoup plus de concentration, qui demandent beaucoup plus d'attention. Quand on place une activité qui demande de l'attention à un moment où on est en baisse d'énergie, on sera improductif. On va passer plus de temps à faire la chose. Oui. On va traîner en longueur. Alors que lorsqu'on positionne une activité qui demande notre attention, notre concentration au moment où notre énergie est au top, naturellement, les choses vont vite, on est impliqué et puis on déroule notre plan d'action. Le cinquième élément... On en a 6, hein, c'est ça? Oui, on en a 6. Ok, allons-y. Le cinquième élément, ça va être de se donner des deadlines. La pression du temps, elle est importante. Vous verrez que même si on est un expert en procrastination, lorsqu'on a des deadlines, à l'approche de ces deadlines-là, quand même, on se bouge pour pouvoir faire les choses. C'est d'ailleurs pourquoi il est important d'éviter de dire « Ah, je vais réaliser telle chose », mais sans donner de date. En coaching, on a pour habitude d'amener les gens à fixer des dates. Quand vous dites « Ah, bon, j'ai l'intention de lancer telle entreprise, en tout cas, j'ai l'intention de rencontrer telle personne par rapport à ce projet », on demande toujours « Quand est-ce que tu vas le faire ?» Lorsque tu donnes une date, tu t'engages, ça t'engage. Parce qu'à partir de la date, on peut te relancer pour te dire « Mais tu avais dit à telle date, tu allais faire ça. Oui. » Et le sixième élément, ça va être l'environnement. Parce que quand on est dans un environnement de personnes motivées à passer à l'action, de personnes engagées, naturellement, cela nous incite, nous aussi, à passer à l'action. Et dans l'environnement, on a déjà parlé de mentors ici, mais il y a ces personnes qu'on tient en estime, pour qui on a de la considération, qu'on ne veut pas décevoir, qui peuvent être dans notre environnement et vers qui on peut se tourner pour prendre des engagements, pour dire « à telle date, je veux pouvoir faire telle chose ». Et parce qu'on a dit ça à ces personnes-là, on va se mettre nous-mêmes la pression pour passer à l'action. Il y a des communautés qu'on développe sur les réseaux sociaux, par exemple. J'ai des amis avec qui, lorsqu'on a envie ou on traîne sur certains projets, on annonce la date du projet. Alors qu'on n'a pas encore commencé, mais on annonce. Mais parce qu'on a annoncé publiquement et qu'on a une communauté qui nous suit,
naturellement, on se bouge à cause de cette communauté-là. Il y a le fait d'avoir un coach. Avoir un coach, ça aide énormément. Comme vous? Oui, bien évidemment. Ça aide énormément à passer à l'action. Je me souviens d'un homme qui a de hautes fonctions dans l'administration en Côte d'Ivoire, mais qui aspirait à écrire un livre. Il avait ça en projet, mais il se disait toujours « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Quand nous avons commencé à travailler, au bout de 3 mois, il a sorti son livre. Parce que justement, il fixait des dates, il fixait des échéances, et puis il y est allé. Il les respecte. Il respectait justement, savoir que j'ai rendez-vous avec un coach qui va me demander où est-ce que j'en suis. Ça met une certaine pression et on se bouge, on passe à l'action. Alors, avant de terminer, donc, il est presque l'heure. Quand on sait qu'on a un proche qui est dans cette situation et qui a du mal à en sortir, comment est-ce que nous, à côté, on l'aide? Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Ça, c'est une notion fondamentale. Tout ce qu'on peut faire, c'est de lui suggérer de se faire aider par quelqu'un qui s'y connaît, par quelqu'un qui peut potentiellement lui tenir la main ou lui faire changer de posture. Mais j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place parce que très souvent, quand on veut pousser quelqu'un dans une direction que lui-même il n'a pas envie d'embrasser, on finit par devenir un persécuteur pour lui. On finit par devenir un ennemi et puis la relation avec cette personne-là devient tendue inutilement. Donc le mieux, c'est de soi-même continuer à briller, continuer à exceller, continuer à être diligent et puis encourager autant que faire se peut cette personne-là à se faire aider. Alors, c'est vrai qu'on s'est beaucoup attardé sur le sujet parce que c'est important. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation. On remet tout à demain et après, il y a des conséquences graves et un impact très négatif sur notre quotidien, sur notre vie même. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir au final avant peut-être de passer à notre sujet la semaine prochaine? Alors, je dirais qu'en chaque personne se cache un procrastinateur. Oui, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est diligent à 100% sur tous les projets. Donc, si vous êtes dans cette situation, ne commencez pas à vous blâmer. Vous pouvez travailler à faire ressortir le diligent en appliquant les stratégies que nous avons mentionnées tout à l'heure. Prenez conscience que oui, j'ai un challenge, j'ai un problème, je prends la décision d'en venir à bout. Sans décision, il n'y a pas de changement. Donc, la décision est entre vos mains et avec cette décision-là, vous pourrez passer à l'action et avoir du résultat. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À vous, Dr Serge Koukouyon, on rappelle qu'il est coach en développement personnel. Aujourd'hui, la procrastination, comment en sortir? Pour ceux qui ne savent pas, sachez que la procrastination, c'est une tendance à remettre au lendemain tout ce que vous avez envie de faire, qu'elle soit urgente, moins urgente, qu'elle soit importante et tout, eh bien, on remet tout à demain. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, on est tellement focus sur le téléphone. C'est addictif, en fait. Ben oui, quand on oublie même qu'on a du travail et tout, voilà, on a des choses à faire. Et pourtant, allez, merci beaucoup à vous. Excellente journée. Merci à vous, pareil. La famille maintenant avec le docteur Michel Tanon-Laura. Sujet à aborder aujourd'hui, ces amis qui envahissent votre couple. Juste après ceci. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors ce sujet-là, je sens qu'il va intéresser plus d'un. J'imagine. Aujourd'hui. Ces amis qui envahissent votre couple. Alors, à quel moment peut-on considérer que des amis envahissent notre couple? Eh bien, les amis envahissent le couple à partir du moment où ils deviennent incontournables dans tous les compartiments, oui. Ou alors à partir du moment où ils ne laissent aucun répit au couple. Le couple a besoin d'être ensemble. Oui. Et il y a certains amis qui ne se rendent pas compte qu'ils sont de trop à certains moments de la vie du couple. Alors, avant de poursuivre avec vous, nous avons tendu notre micro à quelques personnes qui se prononcent, bien sûr, sur ce sujet et qui nous partagent les expériences. On regarde. Je vivais avec mon chéri dans un quartier, là. On était dans un entrepouché, comme on dit chez nous. Et il y a tout le temps ces amis qui sont toujours présents. Dans la maison, hein, ils veulent me laver, ils viennent, ils sont là. Devant, il n'y a pas d'intimité au fait. Ils sont tout le temps, ils s'incrustent. Je ne sais pas, on ne peut pas les chasser, on ne peut pas dire, mais comme c'est la communauté, on est obligé d'accepter comme ça. Mais sinon, c'est invivable. Vraiment, c'était gênant. Moi, je disais à mon chéri qu'il faut mettre rideau comme ça. Et bon, finalement,
Dieu a fait grâce, on a déménagé maintenant, on est parti dans chambre-salon maintenant. Les camarades de ma femme, si je ne suis pas là, ils viennent demander tout. Almetto, du sel, huile, ils demandent tout. Mais il y a les jours, moi je suis là et je ne sais pas. Mais quand ils viennent maintenant demander à madame, bon, ça trouve que moi je suis là. Madame aussi rentre, il me voit, il est un peu gêné. Quand il sort, il dit mon mari est là, et puis il s'en va. Aucun visiteur n'est de trop. On ne vient pas déranger les couples. Il faut toujours s'y attendre. Parce que ceux qui viennent, ils peuvent vous envoyer des nouvelles pour lesquelles vous ne vous attendez pas. Des nouvelles bénéfiques, des nouvelles qui vous feront des bons conseils surtout. Mon ami du quartier, il est très encombrant. Matin bonnet, il fait semblant de venir me réveiller. Il veut partir au travail, il est là, il t'accompagne. Il fait semblant, à midi, il vient à la maison pour pouvoir manger. Mais aller là, c'est pas facile. Tout est géré maintenant. Il est là permanent. Le soir même, il est là. Souvent, il s'est oublié de dire, bon, ok, mon ami, pardon, il fait tard, il faut rentrer. On va se reposer maintenant. Ouais, demain, il doit aller tôt. Et oui, ça existe. On a vu Malheureusement. avec les interventions de ces personnes-là. Alors, pourquoi ces personnes font ce genre de choses? Nous avons plusieurs profils d'amis. Il y a des personnes qui sont oisives, donc qui ne travaillent pas, donc qui ont du temps. Et lorsque leurs amis se mettent en couple, elles ne se disent pas que les occupations de ces amis-là peuvent changer parce qu'il y a désormais un compagnon ou une compagne à prendre en compte. Donc ils veulent continuer à vivre leur amitié comme s'il n'y avait pas eu de nouveauté. C'est vrai que quand on se marie, ça ne veut pas dire qu'on doit couper tous les liens, mais il y a quand même un réaménagement dans la façon de vivre. Donc une amie avec qui on faisait par exemple du shopping, on était avec elle tout le temps. Au moment où on se marie, il faut savoir qu'elle doit se pousser un tout petit peu pour faire de la place au compagnon. Autrement, le compagnon ne va pas trouver d'espace pour faire sa place. Alors, mais dites-nous, comment canaliser les amis envahissants? Il faut déjà déterminer les espaces qu'on leur octroie. Okay. Parce qu'il y a des amis qui sont là tout le temps et en tout lieu. Ils sont au courant de tout ce qui se passe et ils ne laissent aucun répit au conjoint. Oui. Donc, qu'est-ce que j'autorise à mon ami et qu'est-ce que j'autorise à mon couple aussi? Parce qu'il faut que je puisse vivre la relation de couple pour laquelle je me suis engagée à travers un mariage. Donc, dire à la personne que je veux bien te recevoir et annoncer la durée de la rencontre. Si on l'invite, par exemple, à manger, ou si c'est cette personne elle-même qui s'invite à manger, parce que nous l'avons vu dans l'élément, il y a un monsieur qui disait que son ami était omniprésent, mais je suppose que cette personne-là n'avait pas de ressources, donc elle s'invitait au moment des repas. Donc on peut inviter la personne ou l'accepter au moment des repas pour partager le repas, parce que nous savons qu'elle n'a pas de travail, mais après s'excuser poliment ou annoncer qu'après le repas, il faudra que cette personne-là prenne son chemin pour que le couple puisse rester ensemble, par exemple. Donc toujours annoncer les couleurs et le faire poliment, sans agressivité, pour ne pas frustrer non plus l'autre personne. Figurez-vous qu'il y a même des couples qui sont invasifs. Ils viennent à deux, monsieur et madame, sous prétexte que ce sont des couples amis. Non, même si on est des couples amis, on ne doit pas envahir l'espace les uns des autres. Alors, vous allez nous dire tout à l'heure qui doit interpeller, comment interpeller. Vous avez dit aussi avec beaucoup de politesse. Donc, on va rentrer dans nos familles, dans nos maisons et on va aller avec des exemples. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont envahissants quand ils viennent, peut-être le matin, à midi ou même le soir. Quels sont les exemples qu'on pourrait avoir à côté de ce que les téléspectateurs ont dit? L'exemple le plus courant chez les femmes, c'est qu'elles acceptent leurs amis dans la chambre conjugale. Alors que la chambre conjugale, c'est le dernier retranchement du couple. Ça, c'est dangereux, ça. C'est pas correct. Oui. C'est pas correct parce que même si, étant célibataire, on avait l'habitude d'accueillir nos amis dans notre chambre, dès l'instant où on est en couple, cet espace privé ne nous appartient plus à nous seuls. Donc, par respect pour la personne qui partage désormais notre vie, on doit fermer l'accès de cet espace intime-là à nos amis. Les hommes, c'est surtout à table qu'ils invitent leurs amis parce que, comme le disait une de mes mamans, quand une femme sait cuisiner, son mari est fier d'inviter du monde à table. Oui. Donc, il faut savoir aussi doser les fréquences auxquelles on mange chez les gens quand ils sont en couple et aussi savoir inviter à son tour. Si on est tout le temps chez des personnes, il faut qu'on pense à les inviter à notre tour
pour équilibrer la balance, pour ne pas trop peser sur leur budget d'une part et pour ne pas trop peser dans leur vie non plus, parce que le couple a besoin d'intimité pour se construire. Un couple ne se construit pas en étant en permanence au contact d'autres personnes. C'est vrai qu'au contact d'autres personnes, on prend des informations, on échange, on socialise, mais après avoir socialisé, le couple a besoin de se retirer pour se découvrir, de se retirer pour se construire, de se retirer pour profiter d'un moment d'intimité. L'intimité exclut tous ceux qui ne sont pas du couple. Alors, d'autres exemples aussi, peut-être vous êtes avec votre femme, voilà, vous faites la sieste et tout, un ami vient à la maison, il débarque sans même prévenir et tout. Aussi, d'autres exemples qu'on pourrait avoir, vous avez parlé de la table à manger et tout, on l'invite à prendre un pot, un verre à la maison. Comment dire à notre ami et qui doit le dire? Mais écoutez, en général, quand on vient dans un couple, dans une relation, chacun est responsable de ses amitiés. Mais pour cela, il faudrait avoir une claire vision de ce que nous voulons. Parce que parfois, on a des habitudes et on ne pense pas à réaménager nos habitudes pour que nos emplois du temps ou nos façons de vivre soient convenables pour le nouveau style de vie qu'on adopte en se mettant en couple. Donc, en principe, chacun est responsable de gérer ses fréquentations, ses amitiés. Okay. Maintenant, quand ça devient exagéré et que le conjoint ou la conjointe fait des remarques à son partenaire qui ne sont pas prises en compte, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on remarque? Si c'est un ami qui vient vous voir chez vous, ben, la partenaire, elle va rester dans la chambre, elle ne va pas sortir, dire bonjour. Ou alors, si elle est là, elle va s'éclipser, trouver un motif pour partir. Donc, il faut aussi être attentif. Il y a un monsieur dans l'élément qui disait que c'est important qu'on vienne chez les gens à tout moment parce qu'on ne sait pas ce que cette personne-là vient nous dire. Non, je suis désolée, mais le couple a besoin de tranquillité. On ne peut pas être H24 chez les gens, surtout quand ils sont en couple, parce que le couple a besoin aussi d'un espace pour vivre sa vie de couple. Donc, si la personne s'éclipse quand vous êtes arrivé chez elle, il faut analyser aussi si ce n'est pas votre présence qui pousse cette personne-là à sortir. Et à ce moment-là, il faut essayer de réduire aussi vos espaces de visite chez ces personnes-là parce qu'on peut aimer les gens, on peut se dire que j'apprécie la compagnie de ce couple, mais le couple aussi, même si elle apprécie votre compagnie, a besoin d'espace pour se construire. Alors, il peut y avoir aussi des situations où la conjointe, elle en a marre de cet ami envahissant qui vient tous les jours et tout, qui interfère même dans la vie du couple, dans les histoires intimes et tout. Oui. Et si cette conjointe-là se permet de faire cette remarque à l'ami en question parce que son conjoint, lui, ne peut pas et n'arrive pas à le faire, quelles conséquences de cette manière de faire? En général, en informant l'amie elle-même, elle outrepasse les droits de son mari et de son compagnon et c'est très frustrant. Mais s'il ne peut pas le faire et qu'il n'arrive pas à le faire? S'il ne peut pas le faire, elle peut user d'astuces, par exemple, bien le recevoir et lui demander de partir, par exemple, après avoir bien mangé. Oui. Mais on ne peut pas le retenir à la porte, ne même pas le laisser entrer et lui dire qu'il est trop. On laisse la personne entrer, on la reçoit très bien et on s'excuse pour lui demander de se retirer parce qu'on a autre chose à faire, par exemple, sans forcément dire ce que nous avons à faire. On n'a pas à se justifier de nos activités devant les autres, mais il faut préserver cet espace-là. Est-ce qu'il y a une réelle menace des amis envahissants sur le bien-être même du couple? Bien sûr, la menace est plurielle. Hein. Par exemple, en termes d'information, de secrets, de projets. Il y a des couples qui ont des projets et ils sont en train de discuter du projet et à leur grande surprise, l'ami est informé dans les moindres détails. Alors que l'un des compagnons n'avait pas forcément envie de partager ce projet, cette réflexion-là avec l'ami de son compagnon ou de sa compagne. Donc c'est très gênant parce qu'en ce moment-là, on se demande est-ce que j'ai le droit de divulguer un secret qui ne m'appartient pas à moi seul? Donc par respect pour son compagnon ou pour sa compagne, il y a des informations qu'on doit tenir secrètes parce qu'elles ne nous appartiennent pas à nous seuls. C'est vrai que l'amitié, c'est une forme d'affection bienveillante, oui. Dénuée de sexualité. Donc on aime quelqu'un avec qui on n'a pas de lien de sang,
Mais à partir du moment où on est marié, il faut savoir que cette personne-là doit se mettre sur le côté pour que la nouvelle relation de couple puisse s'installer. Autrement, si la personne est toujours entre les conjoints, ils ont du mal à faire leur marque. Il y a des secrets que le couple doit garder, même pas des secrets, des informations. Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas que le montant de leur facture d'électricité soit publié. Il y a des amis invasifs qui arrivent, dès qu'ils voient la facture sur la table, ils la prennent pour la lire. Rien que pour comparer à leur consommation d'électricité, ça ne se fait pas. Donc le problème des personnes qui envahissent les couples, c'est le manque d'éducation. Parce que dès l'instant où on ne sait pas se canaliser et qu'on devient envahissant, il y a de fortes chances qu'on manque d'éducation par derrière. Peut-être quelque part, on va dire que vous êtes méchant parce que vous avez commencé à interdire un certain accès à votre maison. Que dire ou que faire face à un ami qui est frustré parce qu'on lui a fait comprendre que, mon ami, c'est bon? Déjà, il faut être bienveillant envers cette personne-là, être à l'écoute, mais à distance. Parce que si on était ensemble tout le temps, le fait qu'on se mette en couple, ça demande un petit retrait. Donc, il faut que la personne continue d'être notre amie, mais à distance, et puisse trouver le bon moment pour intervenir dans notre couple. Donc, on peut prendre les devants, inviter cette personne, par exemple. Si moi, je sais que mon compagnon a un ami, déjà, on connaît les amis de nos compagnons ou de nos compagnes. Si votre conjoint vous dit qu'il a un grand ami et que vous ne le connaissez pas, c'est que ce n'est pas son ami. Donc, normalement, on connaît les amis et on connaît leur historique. Donc, dès l'instant où la personne vous montre qu'ils ont partagé beaucoup de bons moments, des moments importants, ils ont galéré ensemble et que maintenant vous êtes en couple avec, il ne faut pas l'expulser de la vie de votre conjoint. Il faut juste lui créer son espace en anticipant. Pour ne pas qu'il soit frustré, on l'invite de temps en temps, mais pas tout le temps. Parce que si on l'invite tout le temps, il va finir par s'inviter lui-même et ne pas se rendre compte qu'il est de trop parce que, par exemple, il aime votre environnement familial, il aime la cuisine de madame, il aime la complicité de votre couple, il aimerait s'en inspirer ou elle aimerait s'en inspirer. Donc, parfois, ce sont des personnes qui ont pour votre couple une grande admiration. Donc, le fait que vous leur disiez de se mettre à l'écart, ils le vivent comme un rejet. Donc, il faut être clair sur la question. Ce n'est pas un rejet, mais on a besoin d'espace pour nous, pour rester ensemble tous les deux. Peut-être qu'on est bien ouvert, on est tellement sociable et tout, qu'on laisse bien l'accès à tout, à nos amis. Est-ce que quelque part, on ne fait pas de confusion entre amis, connaissances, proches et tout? Ben, il faut déjà que nous-mêmes, nous sachions nous demander quelle est notre place dans la vie de ce couple qu'on fréquente et aussi que le couple se demande quelle est la place de telle personne dans notre vie. Donc, si chacun sait sa place dans la vie de l'autre, à ce moment-là, c'est plus simple de le canaliser. Mais lorsque on pense, par exemple, être ami d'un couple, alors que pour ce couple-là, on n'est qu'un partenaire professionnel, par exemple, il peut effectivement y avoir des confusions. C'est pour cela qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, si j'ai un partenaire professionnel, je ne l'invite pas à un déjeuner d'affaires chez moi. Je l'invite à un déjeuner d'affaires en extérieur. Donc, déjà, donner l'accès à sa maison, à une personne, ça lui donne accès aussi à notre intimité. Donc, il faudrait que cet accès-là soit bien cadré, bien canalisé, en heure et en temps, pour ne pas que ça devienne débordant. Parce que le débordement, comme le dit le nom, ça peut aller dans tous les sens et gêner l'harmonie du couple. Faut-il considérer les états d'âme ou même le qu'en dira-t-on ou la frustration de cet ami? Ben forcément, on est des humains. Si on dit qu'on est ami avec quelqu'un, ça veut dire qu'en principe, nous sommes dans une relation de bienveillance. Parce que l'amitié, c'est une affection, un élan de bienveillance envers une personne qui n'a pas de lien de sang avec nous. Donc, une personne qu'on aime, on est forcément sensible à son ressenti. C'est pour cela qu'en toute amitié et surtout à huis clos, on prend la personne à part et on lui explique, tu sais, c'est bien, j'aime bien que tu viennes chez nous, mais il y a des moments où il faudrait qu'on puisse rester ensemble parce qu'on donne des petites raisons sans entrer dans les détails. Mais lorsqu'on n'informe pas la personne et qu'elle se sent rejetée. Par exemple, on allait passer à table et la personne arrive et on ne mange plus alors que le repas est servi. On ne parle pas non plus, on n'a pas de discussion franche.
il y a un malaise qui s'installe et la personne se sent de trop et elle peut se lever et partir avec une grosse frustration. Alors que si le repas est servi, on l'invite à manger et on la remercie de la visite ou on annonce que nous avons une autre activité à faire. À ce moment-là, la personne s'en va, même si elle est triste de partir parce qu'elle n'avait pas prévu d'activité pour le reste du temps, ben, elle s'en ira, mais sans être trop frustrée. Alors, que faire quand l'ami en question qui est en face, eh bien, sait tout? L'ami de l'un des conjoints, il sait tout de vous, eh bien, il sait ce qui se passe dans le foyer, il a les moindres détails, il sait quand il y a un problème, à la minute, il est là. Que faire pour l'un des conjoints, surtout pour réparer un peu le tir et puis réaméliorer un peu le quotidien? Ben, c'est pour régler toutes ces questions-là qu'en général, avant de se marier, il y a pour les communautés religieuses la préparation au mariage et pour les communautés non religieuses l'accompagnement de la famille. Quand on se met en couple, c'est une nouvelle forme de vie. Donc, protéger le couple, c'est protéger les informations qui émanent du couple. Ça ne veut pas dire que tout doit être secret, mais ça ne veut pas dire que tout doit être connu non plus. On n'a pas besoin de mettre une information sous le sceau du secret pour que vous sachiez qu'il faut la garder. Il ne faut pas donner d'informations qui peuvent demain vous desservir. Quand nous faisons intervenir des personnes tierces dans des problèmes de couple, par exemple, on va relater des faits. Et parfois, ces personnes-là qui vous écoutent sont choquées des détails que vous donnez. Oui. Parce que sous l'effet de la colère, ou pour vraiment donner tous les éléments pour que la personne qui intervient apprécie la situation, on va jusque dans des détails les plus intimes. À partir de ce moment-là, si c'est par exemple un ami qu'on a pris par exemple comme témoin de mariage et qu'on lui explique comment ça se passe dans notre intimité, soyez sûr qu'à partir de ce moment-là où vous lui avez donné des détails, ben, il ne verra plus votre femme comme sa belle-sœur, mais il va imaginer, fantasmer l'intimité de cette personne-là et ça peut occasionner d'autres choses. Donc, il faut filtrer les informations que nous partageons, les informations concernant notre couple que nous partageons à de tierces personnes, parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on relate une situation, nous qui avons relaté la situation, on oublie jusqu'où nous avons été dans les détails. Mais la personne qui est venue intervenir, elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas parce que c'est un épisode de notre vie dans lequel elle entre et elle mémorise cet épisode-là dans les moindres détails. Donc même 10 ans après, elle saura que tel jour, madame a refusé du sexe à son mari pour telle raison. Et c'est des informations qui ne sont pas utiles pour cette personne-là. Et on commence à jaser et puis... Parfois, quand on n'est pas sage, quand on n'est pas sage, on commence à faire des commentaires qui ne sont pas forcément bienveillants. Et il faut savoir aussi que si on a un ami qui, lui, n'est pas marié, pour le monsieur, ou une amie qui, elle, n'est pas mariée, on a encore plus de raisons de se méfier et de garder les informations secrètes parce que la jalousie, elle n'annonce pas les couleurs avant de s'installer. On en parlera un jour dans cette émission aussi. Lorsqu'on est marié, est-ce qu'il faut avoir des amis qui ne sont pas mariés? Enfin, on verra bien, on en parlera. Alors, chaque conjoint a-t-il son mot à dire sur le choix des amis de l'autre? Ben, en général, on vient dans le mariage avec ses amis. Hein, oui. On peut faire des nouvelles connaissances, mais en général, on vient avec ses amis. Donc, les amis avec lesquels nous sommes venus dans le mariage, il faut juste qu'on ait leur place, on connaisse leur place. On doit établir une échelle de priorité. Si le conjoint ou la conjointe vous exprime son mécontentement par rapport à la présence de cet ami-là, il faut l'analyser. On ne peut pas rejeter la remarque du conjoint du revers de la main sous prétexte que c'est mon ami d'enfance, on se connaît depuis tout temps, tu nous as trouvés ensemble. Non, il ne faut pas être carré. Il faut se demander pourquoi. Alors, si le pourquoi est la fréquence ou l'omniprésence, ça c'est un problème qui est facilement réglable. Donc, si le conjoint ou la conjointe vous dit « il est tout le temps présent » ou « elle est tout le temps présente », vous devez intégrer cette remarque et réduire la fréquence de la présence de votre ami. Si la personne vous dit « il est indiscret », vous allez aussi filtrer vos informations. Vous n'allez pas parler d'informations ou de sujets où vous pouvez donner des informations secrètes en présence de cet ami-là. Ou même tout lui dire. Ou tout lui dire. Il ne faut jamais tout dire de toute façon. Parce que tout dire, ça vous fragilise. Ça vous met à nu devant les gens. Donc, il ne faut jamais tout dire de soi aux autres. Parce que ça nous expose et ça nous fragilise. Donc, intégrer le point de vue du conjoint, c'est
primordial. On ne peut pas être dans une relation avec une personne et ne pas intégrer son avis concernant nos amitiés. Parce que si l'amitié nous entache, une personne de mauvaise réputation, qui boit, qui a des comportements vulgaires et avec qui nous marchons, même si nous ne sommes pas vulgaires, le dicton dit à marcher avec des gens qui marchent dans la boue, on finit par être éclaboussé. Donc il ne faut pas passer outre les remarques, il faut les intégrer et surtout actualiser notre comportement pour montrer à notre compagnon ou à notre compagne que nous le respectons et que nous prenons en compte ces remarques. À ce moment-là, lorsque nous aurons aussi des remarques, il les intégrera forcément. Il peut arriver des moments où l'un des conjoints se trouve tellement possessif qu'on exige même ne pas voir telle ou telle personne à la maison. On exagère un peu. À quel moment on peut constater cela et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Cela arrive pour les conjoints qui sont dans une grande insécurité émotionnelle. Vous savez, il y a des personnes qui grandissent avec un manque affectif. Donc, quand elles se trouvent avec une personne qui accepte de partager leur vie, elles se disent « c'est la première fois que quelqu'un me donne de l'importance au point de vouloir partager ma vie ». Donc, quand on a un conjoint ou une compagne qui est en insécurité affective, effectivement, ce conjoint ou cette compagne peut très vite se retrouver jaloux de nos amis. Parce qu'il se dit je vais partager l'amour de mon conjoint ou de ma conjointe avec cette personne. Pardon. Et elle voit cette personne comme un danger qui va venir couper sur la part d'amour que son mari ou sa femme va lui donner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour entre conjoints n'est pas le même que l'amour entre amis. Merci beaucoup. On va permettre au petit chat de nous laisser terminer cette émission. Il est presque l'heure déjà. Alors, dans ce cas de figure où les amis sont très envahissants, lorsque le conjoint comme ça vous dit « sépare-toi de cet ami, je ne veux plus voir cet ami à tes côtés », est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce que c'est une bonne solution pour régler le problème? C'est une attitude de dépit, mais en général, on arrive à ces extrêmes-là lorsque notre ressenti n'est pas pris en compte. Et ça donne quoi? Quand le conjoint ou la compagne dit « sépare-toi de ton ami », ce que ça donne, c'est tout simplement une double vie. Parce que le conjoint va rester à la maison dans son espace familial, mais la personne à qui on a interdit de fréquenter son ami va sortir de la maison pour aller rencontrer son ami ou son ami hors de la maison. Et on se cache même comme si on avait une relation extra-conjugale. Exactement, ça devient une relation extra-conjugale parce que c'est une relation qui se poursuit à l'insu de notre partenaire. Et c'est malsain parce qu'il peut arriver qu'on tombe nez à nez avec notre conjoint ou notre compagne, avec l'ami qu'il nous a interdit ou qu'elle nous a interdite, et ça crée beaucoup de remous dans le couple. Et là, on est tout gêné, là. On est gêné, mais surtout en colère parce qu'on se sent désobéi, on se sent méprisé, on se sent frustré et c'est dangereux pour le couple. Donc, ce que je voudrais lancer comme appel aux amis, c'est bien d'avoir des amis, mais lorsque votre ami se met en couple, il faut savoir laisser le couple vivre sa part de vie aussi. Il faut ne pas être omniprésent. Le couple respirer. Respirer. Voilà. Merci, Dr Michel Tanon-Laura. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. On va peut-être se retrouver une autre fois pour échanger encore avec vous sur tous ces sujets intéressant. Donc, je reste dans la même logique qui nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes et aussi avec les autres. On espère que vous avez pris plaisir à être avec nous sur RTI 1. Merci à Konema Sandje qui a réalisé cette émission. Merci aussi à toutes les personnes qui nous accompagnent chaque matin pour vous offrir plein de bonheur chaque matin à 6h25 sur la chaîne qui rassemble. Que Dieu vous garde. Rendez-vous demain, toujours sur RTI 1. Au revoir.